Bonjour Franck. Bonjour Tom. Alors, nous sommes arrivés au quatrième SITREP. Nous sommes le 16 janvier 2018. C'est l'occasion, je crois, pour le premier SITREP de l'année 2018 de présenter nos voeux à tous ceux et celles qui suivent l'actualité en Libye. Donc de leur souhaiter bonheur, santé et succès dans tout ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Alors, nous allons donc entamer l'actualité en Libye, à commencer par deux événements qui se sont produits en quelques heures seulement. C'est une attaque d'un groupe inconnu, enfin présenté comme inconnu, qui s'est produit donc il y a quelques heures sur l'aéroport de Tripoli, hein, qui a valu une bataille rangée apparemment entre les forces de sécurité pas vraiment identifiés qui sont censés défendre l'aéroport et ce fameux groupe inconnu. Et puis il y a une autre attaque qui a été fomentée, qui visait à libérer des prisonniers d'une milice takfiriste, hein, par des milices takfiristes elles-mêmes, mafieuses, à Mitiga. Alors voilà, je te laisse nous donner des informations à ce sujet. Alors oui, tout à fait. Donc le 14 janvier a eu lieu au matin une attaque d'une milice takfiriste mafieuse qui est reconnue par le gouvernement de Sarraj. Et ces derniers donc se sont rendus à l'aéroport de Mitiga, puisqu'il faut savoir qu'à l'aéroport de Mitiga, il y a un centre de détention où il y a à peu près estimé 2500 prisonniers. Et cette milice takfiriste cherchait à aller récupérer des membres qui avaient été arrêtés il y a quelques semaines. Donc il y a eu de violents combats. Alors la lecture que l'on doit avoir à cela, c'est-à-dire que les milices qui reconnaissent l'autorité du GNA, donc de ce gouvernement reconnu par l'ONU, s'affrontent entre elles, ce qui prouve une fois de plus qu'il n'y a pas sous le GNA une autorité, puisque ces situations perdurent depuis un petit moment. Il y a à peu près 15 jours de là, il y a eu des combats à Rajezdir. Donc Rajezdir, c'est le point de frontière commune avec la Tunisie, où on nous présentait dans les médias que deux milices pro-Haftar s'étaient affrontées. Or, il faut voir qu'il y a eu un chef de milice, Jouili de Zenten, qui avait fait allégeance au général Haftar. Ce dernier a changé de positionnement. On le soupçonne d'avoir touché des fonds du Qatar pour changer sa position. Et il y a eu des combats assez violents donc, à Rajezdir, où il y a eu plusieurs morts, puisque ce chef de milice, Jouili, qui reconnaissait l'autorité de Haftar, s'est rapproché du GNA de Sarraj. Donc on voit qu'on est dans une déliquescence. C'est-à-dire qu'on a des médias occidentaux aujourd'hui où l'ONU, qui organise des conférences à gauche et à droite, surtout à l'étranger, puisqu'aujourd'hui il est impossible sur le plan sécuritaire d'organiser des rencontres qu'on nous présente entre Haftar ou Sarraj en Libye même. Donc elles ont lieu essentiellement en Turquie, en Égypte, en Tunisie ou encore en Algérie, puisqu'il est impossible d'organiser des rencontres. Donc tout ça est un grand théâtre, hein, orchestré par l'ONU pour essayer de faire croire qu'il y a une cohésion, parce que là l'ONU s'est fourvoyée puisque le pays est en proie à une libanisation. Rien n'est sous contrôle, et ces deux faits majeurs révèlent effectivement qu'il y a une cacophonie dont l'ONU n'arrive plus à tirer son épingle du jeu. Voilà, donc c'est ça qui est important. Je voulais aussi parler d'un journaliste qui vient de passer une semaine à Tripoli, où il explique qu'on est dans un système plus que dictatorial, puisqu'il lui fallait une autorisation, ne serait-ce que pour filmer une rue. Il lui fallait trois autorisations, et avant de pouvoir filmer, il fallait que la milice qui contrôle le quartier soit présente. De sa vie de journaliste, il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, c'est la première fois qu'il se voit dans une situation comme celle-ci. Alors il avait eu sans aucun mal l'obtention de son visa. Lorsqu'il s'est rendu sur place, le ministère des Affaires étrangères lui a affecté un fixeur.
ce même fixeur a eu peur de se rendre dans certains quartiers, au point même qu'il refusait de se rendre dans des zones à Tripoli par rapport à cette insécurité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement du GNA. Je tiens quand même à rappeler que M. Sarraj passe ses nuits sur un navire italien à 8 km des côtes de Tripoli. Donc on est en proie à une grande mise en scène orchestrée par les médias, par ces pseudo-experts que l'on peut voir sur les différents plateaux de télévision, pour essayer de faire croire au monde entier que des élections futures vont arriver et qu'au travers de ces élections, nous aurons une stabilisation de la Libye. Or, il n'en est rien. On nous a annoncé il y a quelque temps que plus de 2 millions de Libyens s'étaient inscrits pour pouvoir voter. Ce chiffre est bien évidemment faux, puisque aujourd'hui, il n'y a même pas la possibilité de se rendre dans un bureau pour pouvoir s'inscrire par rapport à cette insécurité croissante. Je vais vous refaire un petit focus sur le général Hafter, maréchal Hafter, qui avait annoncé la libération de Benghazi il y a quelques mois. Or, l'État islamique, Daesh, Al-Qaïda sont encore très présents dans les quartiers de Benghazi et la situation est toujours en stand-by. Le maréchal Hafter n'arrive toujours pas à libérer des quartiers qui sont encore aux mains de ces milices mafieuses takfiristes. Voilà. Donc je voulais un petit peu, c'est important, tes questions sont intéressantes puisqu'on voit que on a un discours officiel où on a à essayer de rassurer en expliquant qu'on va arriver à une stabilisation de la Libye. Or, jour après jour, la situation s'aggrave de plus en plus. Voilà. Alors, en cette période où finalement on parle beaucoup de fake news, surtout après la conférence de presse donnée devant les journalistes français au début du mois de janvier, à l'occasion de ces vœux donnés à la presse. Donc on va parler d'une fake news qui est liée à Saïf al-Islam. Et il y a beaucoup d'officines, de médias qui prétendent que Saïf al-Islam est prêt à se présenter aux prochaines élections en Libye. Alors, pour suivre l'actualité en Libye, et surtout par ton intermédiaire, apparemment, il s'agit d'une fake news, tout simplement. Effectivement, on a vu un journal égyptien qui a interviewé un des responsables de la chaîne El Jamariya TV qui émet depuis le Caire en Libye et qui est présenté comme étant la chaîne de la résistance du peuple libyen. Donc cette personne s'était présentée auprès de ce média égyptien comme étant le porte-parole de Saïf al-Islam et des tribus libyennes et a annoncé que Saïf al-Islam Kadhafi allait participer aux élections. Alors, cette info a été reprise par RT, par Sputnik, mais aussi par France Info. Et RFI, pas plus tard qu'avant-hier, on fait un article en ce sens. Or, cette personne qui se déclare porte-parole de Saïf al-Islam du Haut Conseil des tribus libyennes n'est pas mandaté en tant que tel. Le Haut Conseil des tribus libyennes ont bien évidemment démenti cette information, puisqu'il n'est pas concevable aujourd'hui que les tribus libyennes participent et se mettent autour de la table avec ceux-là même qui sont responsables de la destruction de la Jamariya arabe libyenne. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a en estimation eu plus de 50 000 Libyens civils qui sont décédés lors de l'agression de l'OTAN. Donc il faut savoir revenir en arrière. Et ces tribus libyennes sont bien évidemment restées à l'héritage politique de Muammar Kadhafi et à la Jamariya arabe libyenne et à la démocratie directe. Donc cet effet d'annonce que nous considérons, puisque des commentaires assez virulents ont été émis sur les réseaux sociaux libyens concernant les propos de ce pseudo-porte-parole. Donc il a été attaqué de manière très virulente, au point que nous considérons aujourd'hui que cette personne est une traîtrise à son pays
est une traîtrise à la mort de Muammar Kadhafi, à ces dizaines de milliers de Libyens qui sont décédés. Alors il faut savoir que depuis 2011, des anciens hauts fonctionnaires de la Jamaïa arabe libyenne qui n'ont pas accepté bien sûr cette occupation du pays ont créé un mouvement politique, c'est le mouvement national pour le peuple libyen, me semble-t-il, en traduction française ça donne à peu près ça, qui sont essentiellement des anciens hauts fonctionnaires de la Jamaïa, des juges, des avocats, ce qu'on pouvait considérer à l'époque comme étant les oligarques du 1er, 2e, voire 3e siècle de Muammar Kadhafi, et qui sont partis bien évidemment en exil, mais depuis leur exil depuis 2011, n'ont rien fait pour les Libyens qui sont restés en lutte en Libye. Donc ces gens essayent, alors pour quelles raisons, ça reste un petit peu compliqué à définir, même si on a quelques idées, essayent de forcer, dirons-nous, Saïf al-Islam à accepter des élections. Or, Saïf al-Islam, sur ce volet-là, à ce jour, ne sait pas s'exprimer. Et nous avons un démenti officiel du Conseil des tribus libyennes qui rejette la participation des tribus à ces élections. Surtout, pour les raisons que j'ai évoquées. Oui, et puis surtout sur le modèle des élections précédentes où les suffrages ont été limités à 100 000 ou 200 000 civils libyens, c'est ça ? C'est ça, 150 000. On peut estimer que le chiffre a été multiplié par 2. Aujourd'hui, nous avons toujours 3 millions de Libyens qui sont en exil. Donc on a un article de RFI qui explique que, alors ça vient de la diaspora libyenne, qui se présente comme étant pro-Kadhafi d'ailleurs, alors qu'ils ne le sont plus dès lors qu'ils acceptent de rentrer dans un processus électoral parlementaire voulu par l'ONU. À partir de là, ils rompent, ils trahissent l'héritage politique de Muammar Kadhafi. Saïf al-Islam, à ce jour, ne s'est pas prononcé sur ce volet-là. C'est-à-dire que nous avons tout un groupe de gens qu'on présente comme étant kadhafistes qui, effectivement, avant 2011, avaient des fonctions ou étaient porte-parole de Saïf al-Islam et qui jouent de leur titre ancien pour essayer de conférer une légitimité, c'est important, auprès des différentes chancelleries. C'est le cas en France, où on a un ancien chef des tribus libyennes de 2011 qui est en contact de très près avec le Quai d'Orsay et qui revendique notamment sa légitimité étant très proche de Saïf al-Islam. Or, Saïf al-Islam aujourd'hui est en sécurité, comme nous l'avons dit, et que je ne peux dire, en Libye. Il dispose de 4 porte-paroles qui sont à l'intérieur de la Libye. Et Saïf al-Islam, aujourd'hui, n'a pas validé sa participation aux élections. Qui plus est, le représentant de l'ONU a expliqué et a exprimé qu'il allait être compliqué à Saïf al-Islam de pouvoir se présenter, puisque Saïf al-Islam est toujours recherché par la CPI et qu'il a toujours un mandat Interpol sur sa personne. Donc, voilà, on essaye de forcer Saïf al-Islam, mais surtout le Conseil des tribus libyennes. Parce que, n'oublions pas, et je tiens à le rappeler, que Saïf al-Islam a été nommé représentant légal du Haut Conseil des tribus libyennes en septembre 2015. Ça a été réaffirmé en février 2016. Donc, les tribus libyennes ne souhaitant pas la participation à des élections qui prouveraient au demeurant qu'en acceptant cela, ils accepteraient qu'il y a eu une révolution populaire en 2011, ce qui n'a pas été le cas, puisque nous le savons maintenant. Donc, il sera difficile à Saïf al-Islam de partir en solo sans l'appui des tribus libyennes. Parce qu'aujourd'hui, les tribus libyennes ne veulent pas d'élections, puisqu'ils considèrent que leur pays est toujours occupé par des milices takfiristes qui sont manipulés par des puissances étrangères uniquement pour s'accaparer le pétrole et le gaz libyen. Voilà. Donc ça me paraissait important de présenter ce point-là. Voilà. Officiellement, Saïf al-Islam ne s'est pas exprimé et les tribus libyennes, pour le coup, officiellement, ont démenti la participation à des élections voulues par ceux-là même qui occupent le pays actuellement. Alors, la seule mesure réellement démocratique acceptée par les kadhafistes, en général... Non, pas les kadhafistes, par les tribus libyennes, par les Libyens eux-mêmes. Voilà. C'est le référendum. C'est-à-dire un référendum
qui aurait pour objet de permettre de recueillir l'avis de l'intégralité des citoyens libyens pour voir quel est leur désir du point de vue de la direction de leur pays. C'est le seul élément apparemment qui serait accepté, c'est ce référendum qui est bien évidemment refusé par l'ONU et par les instances qui... Dans le cadre de mes fonctions de coordinateur général du CRI qui travaille en étroite collaboration avec le Haut Conseil suprême des tribus libyennes, j'ai eu l'occasion en juin de rencontrer de manière officieuse, bien évidemment, un haut diplomate du ministère de l'armée maintenant. À l'époque, c'était le ministère de l'armée, où nous avions proposé effectivement ce référendum qui avait pour but tout simplement de porter au peuple libyen, savoir si en 2011 il y a eu une révolution populaire ou une ingérence étrangère, une occupation du pays. Ce référendum aujourd'hui est refusé, tout bonnement, puisque si l'ensemble des Libyens aujourd'hui pouvaient s'exprimer, nous aurions 90% des Libyens qui considéreraient que la Jamaïque arabe libyenne est occupée. Alors, ce référendum est bien sûr refusé. C'est une piste intéressante, puisque ce référendum porterait le plébiscite au retour du système politique de la démocratie directe, peut-être avec des réformes, bien évidemment. Je veux dire que Muammar Kadhafi avait tenté une démocratie directe, c'était un laboratoire, rien n'était scellé, il y avait des imperfections comme dans tout système. Ce qui est intéressant au travers de Saïf al-Islam, c'est que Saïf al-Islam était présenté en 2011 comme un réformateur. Saïf al-Islam est jeune, il a une dynamique, il peut mettre aujourd'hui un système politique en place qui maintiendrait cette démocratie directe en corrigeant un petit peu ses imperfections. Aujourd'hui, bien évidemment, que ce soit l'OTAN ou l'ONU, ces derniers refusent, puisque nous y verrions à plus de 90% le saut du peuple libyen, parce que chacun va dire que le peuple libyen ne s'est pas exprimé sur ce qui s'est passé en 2011. Puisqu'on a eu ces élections de 2014 où à peu près, je crois, on est à 3% de Libyens qui se sont rendus aux urnes. Donc aujourd'hui, on a que ce soit tant le gouvernement de Tobrouk que le gouvernement de Tripoli, ces derniers ont été élus avec 150 000 Libyens sur 6 millions d'habitants. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans une grande mascarade. Et l'ONU veut essayer de maintenir sa mainmise sur le pays, puisque les Américains aujourd'hui, comme j'ai pu l'indiquer, contrôlent l'essentiel du pétrole, et le gaz est sous contrôle de Eni, mais bon, Eni étant une multinationale, Eni appartient essentiellement à des officines privées anglo-saxonnes et américaines. Voilà. Donc, bien évidemment, on veut pas donner la parole, demander l'avis au peuple libyen, puisqu'ils en connaissent directement les réponses. Mais voilà, cette histoire d'élection. Alors déjà, faudrait-il encore qu'il y ait que la situation sécuritaire permette des élections en Libye, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours, il y a des affrontements entre milices qui se reconnaissent en tant que telles. Voilà. On est en proie à un chaos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des milices mafieuses qui préservent leurs intérêts, puisque on estime aujourd'hui, la résistance libyenne estime qu'il y a à peu près entre 350 et 400 000 barils de jour qui sortent de manière clandestine, qui sont achetés à même pas $10. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces milices mafieuses défendent les intérêts de pays ou de réseaux comme on pourrait dire les réseaux Sarkoum, les réseaux Fabius, qui sont encore très présents aujourd'hui sur Tripoli, sur Misrata. Voilà. D'accord. Alors, il y a un aspect qui est intéressant de cette situation, c'est que on a eu l'arrestation d'Alexandre Djouri liée au financement de la campagne, le présumé financement de la campagne présidentielle de Sarkozy avec l'argent libyen. Tout à fait, oui, Alexandre Djouri, donc homme d'affaires véreux, un mafieux notoire, un ancien petit délinquant d'une banlieue parisienne qui a de fortes accointances avec la droite française, donc Sarkozy, De Villepin aussi,
qui est un trafiquant d'armes. Hein. D'ailleurs, il est en grand conflit avec Takedine, puisque Alexandre Djouri marchait sur les plateformes de Takedine, qui est aussi mouillé dans l'affaire du financement. Donc Alexandre Djouri, qui était en Suisse, s'était rendu en Algérie, puisque Alexandre Djouri est algérien, et il a eu la bonne idée de partir à Londres. Or, il a un mandat d'arrêt, puisque des juges d'instruction française, le juge Touraine voulait l'entendre, puisqu'il y a eu des saisies à son domicile, donc des informations compromettantes, notamment sur la vente d'une maison qui a été vendue à l'époque. Bachar Saleh était dans le dossier, donc a été arrêté et est en cours d'extradition. Normalement, il devrait être extradé, me semble-t-il, le 14 avril pour être entendu par le juge français, par le juge Touraine, concernant le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit cet Alexandre Djouri de 2011 jusqu'à 2015 à être derrière des milices sur Tripoli, sur Misrata. Rappelons quand même que Bernard-Henri Lévy, qui a fait son serment de Toubrouk, qu'il a été présenté en avant-première au Festival de Cannes, avait ramené des chefs de milice de Misrata, qui étaient des anciens délinquants de droit commun, hein, d'ailleurs, hein, qui purgeaient les peines de prison de 20 ou 30 ans parce que ces derniers étaient des trafiquants de drogue, qui organisaient l'esclavage, un trafic d'armes, qui étaient des meurtriers. Hein. Donc ces gens, en 2011, ont été libérés des prisons et ont pris de fait la tête de ces milices. Ces gens qui sont donc des délinquants de droit commun continuent son chef de milice tant à Misrata qu'à Tripoli et organise ce trafic de pétrole clandestin au profit d'armes essentiellement qui venaient de Serbie. Et M. Alexandre Djouri est aussi impliqué dans ces réseaux-là. On lui attribue même d'ailleurs des incohérences très proches avec Bernard-Henri Lévy, et on considère aujourd'hui que la milice qui a tué l'ambassadeur de Serbie, je viens de le rappeler, au mois de juin l'année dernière, dont on a présenté comme ayant été victime d'un accident en Tunisie. Or, il s'est fait attaquer, il a été tué en quittant Tripoli par une milice très proche d'Alexandre Djouri et de Bernard-Henri Lévy. Alors pourquoi cet ambassadeur serbe a été tout bonnement supprimé, puisque cet ambassadeur était témoin direct de ces trafics d'armes en provenance de Serbie à destination de ces milices takfiristes qui sont sous contrôle d'Alexandre Djouri et de Bernard-Henri Lévy et de Sarkozy de fait. Hein, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Alexandre Djouri va être entendu sur cette affaire-là. Il est actuellement incarcéré. Il essaye, au travers de ses réseaux politiques, donc Sarkozy, de Villepin, de disposer d'un passeport diplomatique en vue de se soustraire à cette extradition. Alors, il a été libéré moyennant une caution de 1 300 000 livres. Il est actuellement assigné à résidence, à Londres, mais on peut s'attendre à une exfiltration, puisque Alexandre Djouri est dans le secret tant du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, puisqu'il en était un des acteurs clés, mais aussi de ces trafics d'armes en échange de pétrole de 2011 jusqu'à peu près 2014-2015. Voilà. Alors peut-être que justement cet événement qui a eu lieu en Méditerranée, c'est-à-dire l'interception d'un cargo grec rempli d'armes à destination de Misrata, fait partie de ces activités justement pro-terroristes. Alors, si je reviens sur l'information, il ne s'agissait pas d'armes, mais de matière chimique pour pouvoir concevoir des explosifs. Ah d'accord, ok. Des composés susceptibles de créer, d'être utilisés pour créer des explosifs, d'accord. Oui, tout à fait. Alors au départ, le cargo avait la destination devait partir au Soudan, et le capitaine du navire a changé à la dernière minute sa destination pour le port de Misrata. Donc cette cargaison a été chargée en Turquie. Donc on voit là au travers de cette démarche et nous savons aujourd'hui que le Qatar cherche à redéstabiliser la Libye. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce cargo a été arrêté.
ce qui n'a pas été le cas de 2011 à 2014. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une politique qui est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a différents pays, je pense y compris les Américains ou les Russes, en ont marre de voir cette instabilité en Libye. Et on voit derrière le Qatar, au travers de la Turquie, qui cherche à renforcer l'État islamique, Daesh, Al-Qaïda, qui sont actuellement présents en Libye, mais qui perdent du souffle, hein, parce que la situation est complexe pour eux. Et au travers de cela, d'ailleurs, on sait qu'il y a eu un accord entre la Turquie et le Qatar et le Soudan. Une île qui appartient au Soudan a été mise à disposition par le Soudan à la Turquie. Oui, alors là, si tu me permets juste de faire une parenthèse, puisque tu m'avais, je dirais, parlé de ça juste avant le CITREP, hein, juste avant l'enregistrement du CITREP, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement grave, qui concerne l'Algérie. Hein. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le Qatar qui est en train de perdre main, que ce soit en Libye, mais aussi en Tunisie, puisque je fais un petit focus sur la Tunisie, puisque tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, en ce moment, à Tunis, il y a des manifestations sans aucune revendication, pour l'essentiel, qui ont démarré. Donc ce sont des jeunes de quartiers difficiles, de la banlieue de Tunis ou de villes très, très pauvres, où on a vu des jeunes de manière spontanée, sans revendication, qui se sont attaqués à des commissariats, à des banques. Ces jeunes ont été payés, ont été payés pour pouvoir entreprendre ces actions. Et il faut y voir derrière la main du Qatar, puisque Ennahda, le parti politique des frères musulmans, est en train de perdre la main en Tunisie, puisqu'ils sont responsables de la situation socio-économique catastrophique dans laquelle vit le peuple libyen. Donc le Qatar cherche de nouveau à redéstabiliser la Libye, la Tunisie, pardon, pour redonner un peu force et vigueur à Ennahda qui est en train de partir en déliquescence. Et concernant la Libye, il y a ce programme, cet accord qui a été passé entre le Soudan et la Turquie, de manière à ce que l'armée turque forme de nouveaux éléments takfiristes, terroristes sur une île qui appartient au Soudan. Tout cela payé par le Qatar, en vue de renvoyer des éléments terroristes tant sur la Libye, mais aussi sur l'Algérie. Voilà. Donc on voit bien qu'on va rentrer dans les mois à venir de nouveau dans une situation qui va être de plus en plus complexe, puisque le Qatar ne lâche pas, ne veut pas lâcher les intérêts perdus tant sur la Tunisie que sur la Libye, tout simplement. Donc il faut s'attendre effectivement dans les mois à venir à de nouveau à un développement ou un renforcement de ce que l'on peut appeler de l'État islamique tant en Tunisie, en Libye, et parce que l'objectif étant bien sûr de déstabiliser l'Algérie. Voilà. Alors nous avons fait à peu près le tour des informations les plus importantes que tu souhaitais nous transmettre. Est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres informations que tu souhaiterais, dont tu souhaiterais nous faire part? Alors le Comité révolutionnaire international va organiser prochainement, justement, par rapport à cette ingérence qatari sur les pays du Maghreb, surtout sur la Libye, organiser un rassemblement devant l'ambassade du Qatar pour dénoncer cette ingérence. Nous savons aussi au sein de nos réseaux du CRI France qu'aujourd'hui le Qatar fait un chantage à l'État français, à savoir que ces derniers le Qatar ne souhaite pas une ingérence française en Libye, puisqu'il y a un chantage qui est porté. Tu n'es pas sans savoir que le Qatar a fait des investissements énormes en France. Aujourd'hui, la France est sous tutelle des intérêts du Qatar en Libye, au détriment bien évidemment des intérêts français, mais aussi du peuple français par rapport à cette vague migratoire très importante, pour qui d'ailleurs l'Europe ne fait rien. Comme je l'avais dit au sein du CRI, nous avions transmis les noms des responsables de l'envoi de ces migrants qui sont responsables de l'esclavage, et ce depuis 2014. Rien n'a été fait par rapport à cette situation, tout simplement parce que le Qatar demande
demande à la France de ne pas intervenir sous peine de retirer les centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans l'économie française. Voilà. Donc à ce titre, nous allons organiser au sein du CRI un rassemblement prochainement devant l'ambassade du Qatar, mais aussi devant l'ambassade du Niger, puisqu'à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de Saadi Kadhafi, qui est toujours détenu à Tripoli, qui est le fils de Kadhafi, qui avait été extradé en février 2014, par le président du Niger, au profit du ministre de Misrata. Donc il y avait une somme très conséquente qui avait été versée par le ministre de Misrata pour récupérer Saadi. À l'époque, le président du Niger avait exprimé publiquement sur une chaîne de télévision nigérienne qu'il avait toutes les garanties de l'État libyen sur le fait que Saadi allait bien traité. Nous savons qu'il a été torturé, puisque des vidéos en 2015, la résistance kadhafiste numérique avait pu extraire des vidéos où nous avions vu d'ailleurs Saadi Kadhafi en train de se faire torturer. Or là, nous n'avons pas de nouvelles de son état de santé depuis plusieurs mois. Donc nous allons organiser au sein du CRI à Paris un rassemblement devant l'ambassade du Niger, puisque c'est le Niger qui est responsable de cette situation-là. Rappelons que Saadi Kadhafi était en asile politique au Niger. Rappelons que Muammar Kadhafi, la Jamaïque arabe libyenne, le peuple libyen, avait porté des investissements énormes au Niger. Donc il y a une traîtrise, bien évidemment, de ce fanfaron de Chita actuel, qui pour 400 millions de dollars a vendu Saadi Kadhafi et a trahi le peuple libyen, Muammar Kadhafi. Voilà, donc on va rappeler ça. Bon, ça va être symbolique, mais on va le rappeler parce que c'est important de le faire. Et puis donc l'ambassade du Qatar, bien évidemment, pour demander au Qatar de cesser son ingérence et de laisser le peuple libyen sortir du chaos entre eux et qu'ils arrêtent de financer ces milices takfiristes, daïchistes, qui sèment le chaos en Libye et qui ont en projet de déstabiliser l'ensemble du Maghreb. D'accord. Alors bien évidemment, ces manifestations seront suivies de faits en Afrique, puisque le CRI, comme tu le sais, est présent dans plusieurs pays africains. Oui. Et ce sera suivi de faits dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Il y aura aussi des rassemblements, tant devant l'ambassade du Qatar, mais aussi devant les ambassades du Niger, puisque le comité révolutionnaire est très présent en Afrique. Donc on va montrer justement aux ambassadeurs que nous sommes très éclairés de la situation et que nous porterons la vérité devant leur ambassade en demandant bien évidemment symboliquement qu'ils arrêtent de s'ingérer tant pour le Qatar dans les affaires libyennes et demander des comptes pour le président du Niger concernant la trahison portée à l'héritage de Muammar Kadhafi au peuple libyen en ayant vendu Saadi Kadhafi pour qui nous n'avons pas de nouvelles à ce jour. Voilà un peu les prochaines démarches et actions. Et nous prévoyons aussi, dans les semaines à venir, à organiser un comité de soutien au Conseil des tribus libyennes et à son représentant légal, Saïf al-Islam, sur Paris. Donc, nous sommes en train de mettre en place de manière à montrer que Saïf al-Islam Kadhafi et les tribus libyennes ont des soutiens en France, et que le peuple français est très éclairé par rapport à la situation. Lors du dernier hommage à Muammar Kadhafi au cadre de la Main d'Or, il y a quand même eu plus de 400 personnes qui se sont rendues à cet hommage, ce qui est un chiffre assez important. C'est la première fois. Donc, et au travers de cette conférence, nous avons vu que cette jeunesse française était très au fait, très éclairée concernant ce qui s'est réellement passé en 2011. Et que Muammar Kadhafi n'était pas ce dictateur sanguinaire qu'on nous présentait dans les médias. D'ailleurs, à cet effet, il y a encore un journaliste qui a fait un ouvrage, alors je ne sais plus son nom parce que les noms d'usurpateurs, j'ai du mal à les intégrer. Il a fait un livre là dernièrement, Kadhafi, où il explique que Kadhafi cherchait à avoir la main sur l'Afrique, que c'était de manière complètement intéressée. Voilà, on est encore dans un travail
en faisant parler sous couvert d'anonymat des diplomates africains. Enfin, on essaie toujours de montrer que Kadhafi était toujours cette personne qui était malsaine et qu'au final, c'est bien qu'il a été tué par un membre du COS sous l'ordre de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc on a toujours cette propagande qui continue à gangréner les médias mainstream qui sont sous contrôle des financiers qui sont ceux-là même qui profitent aujourd'hui des biens du peuple libyen. Voilà. D'accord. Sauf si tu as encore quelque chose à nous dire, nous allons nous quitter et en tout cas te remercier des informations que tu nous livres, qui sont de toute première importance, et puis elles nous permettent de mettre en garde un certain nombre de citoyens de ce monde, en particulier les Algériens et les Tunisiens, en plus des Libyens qui sont forcément au courant de ce qui va se passer, avec cette association entre la Turquie et le Qatar qui menace directement leur sécurité. Donc merci pour ces informations-là. Alors bien évidemment, derrière le Qatar et la Turquie, il faut y voir la main d'Israël et des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, un des projets d'Africacom, c'est d'implanter une base dans le sud libyen. Donc c'est pour ça qu'il faut une déstabilisation tant de l'Algérie, de la Tunisie, et de maintenir ce chaos en Libye, puisque tout cela est un plan voulu par les Américains, et ce depuis 1984, en vue de déstabiliser les pays en voie de développement de l'époque, à savoir la Libye, la Tunisie, l'Égypte, mais aussi la Syrie, qui, je tiens à le rappeler, étaient des pays laïcs. Oui. Et lors de ces printemps arabes, qui pour nous sont des printemps américains, toutes les monarchies du Golfe n'ont pas été touchées par ces révolutions dites arabes. Ah bah non, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, dans le domaine du manque de démocratie, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont quand même tout en haut de la liste, pratiquement. C'est des Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de Mataba Media, nous avons une chaîne YouTube Mataba Media 1, nous avons notre site internet matabamedia.com, où un interview a été porté à M. Rimbaud, qui est un ancien ambassadeur de France, oui. Où il explique clairement ce que je peux exprimer depuis 2011 sur ce qui s'est réellement passé en 2011. Et c'est intéressant puisque nous avons affaire à un diplomate français qui met en lumière cette imposture dont le peuple libyen a été victime et dont les peuples occidentaux ont été victimes, puisqu'il exprime justement clairement dans son interview qui dure à peu près 1h15 ce plan américain. Donc j'invite tes auditeurs à se rendre sur le site matabamedia.com et de pouvoir visualiser cette interview d'un ambassadeur, voilà, un ancien diplomate français. Il y aura le lien dans la description de la vidéo qui permettra d'aller directement visionner cette interview. Voilà, très bien. Mais écoute Tom, je te remercie une fois de plus de me laisser la parole. Au travers de ma parole, c'est la parole des Libyens qui sont aujourd'hui toujours victimes de l'occupation de leur pays, pour qui la situation socio-sanitaire est catastrophique. Oui. Et je tiens quand même à le rappeler que ce peuple libyen se prépare toujours au soulèvement. Alors il est très difficile puisque il y a toujours ces ingérences étrangères, mais ce soulèvement est toujours d'actualité et on peut s'attendre, mes camarades libyens se préparent à la reprise de Tripoli. Alors il y a aussi un petit point important, puisqu'il y a Afrique Média qui a fait un article là, il y a quelques jours où il présentait un accord paraît-il, entre Haftar et Saïf al-Islam. Bon, tout ça émane d'une analyse erronée et tronquée de pseudo-spécialistes libyens qui étaient proches de la Jamaïa arabe libyenne avant 2011. Oui. Or, il n'en est rien, puisque Saïf al-Islam, aujourd'hui, comme je l'ai dit, est en sécurité, et on ne peut pas imaginer Saïf al-Islam tendre la main au général Haftar, qui a trahi à 2 reprises de son pays. Donc nous sommes encore dans de la désinformation. Voilà. Du fake news. Complètement. Et qui émane de personnes se revendiquant comme étant pro-Kadhafi et ayant des connexions certaines, dirons-nous. C'est un peu dans l'esprit de Thierry Messon. Voilà, pour rapide. Voilà. Donc je voulais simplement, pour les gens qui s'intéressent vraiment à la lutte qui est impulsée aujourd'hui par la
résistance verte. Voilà, je voulais simplement clarifier à la destination de ces personnes, c'est fake news, puisque en aucun cas Saif al-Islam ne trouvera un accord avec Haftar, parce que Haftar n'a pas du tout cette puissance qu'on essaie de nous présenter. Si Haftar aujourd'hui est en place, c'est par rapport à des accords tribaux, mais le jour où Haftar ne sera plus utile, Haftar sera retiré du jeu par le peuple libyen. Voilà. Surtout que tu nous avais révélé que, compte tenu de sa situation en dégradation constante, il n'avait pas hésité à s'allier avec une milice salafiste. Hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais bon, voilà, après uniquement pour des intérêts économiques, voilà. Il y a eu aussi un démenti dans Jeune Afrique où Haftar aurait porté plainte contre le journal Jeune Afrique. Alors je tiens quand même à rappeler que Jeune Afrique est un journal qui appartient à un proche de Sassou Nguesso, et que Jeune Afrique aujourd'hui est une tribune tant pour Abdelhakim Belhadj, qui est le numéro 1 d'Al-Qaïda, qui est en asile politique en Turquie, que de Bachir Saleh, l'ancien secrétaire de cabinet de Muammar Kadhafi, qui a trahi en 2011 la Jamaïa arabe libyenne, en ayant retrouvé refuge et en ayant été exfiltré et protégé par Nicolas Sarkozy, donc il se trouve actuellement en asile politique en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, le Quai d'Orsay aujourd'hui a décidé de miser sur Bachir Saleh, pensant drainer derrière eux l'ensemble des catafistes, enfin du peuple libyen. Or, aujourd'hui, Bachir Saleh est considéré comme un traître à son pays, déjà par rapport à ce qu'il a pu, la trahison de 2011, et surtout d'avoir tendu la main à Abdelhakim Belhadj, qui est responsable de la destruction du pays et de la mort non seulement de dizaines de milliers de Libyens, mais aussi responsable de fait de l'envoi de ces migrants et de la mort de centaines de millions de Noirs africains. Voilà. Alors on va quand même finir par rappeler aussi que tu as co-créé une association pour venir en aide à la population civile libyenne, hein, avec une association qui s'appelle Liberté sans frontières. Tout à fait, oui. Hein. Donc on rappellera les coordonnées dans la description de la vidéo également. Voilà. Écoute, je te remercie, Tom. Oui, nous espérons pouvoir envoyer des médicaments parce qu'il y a, comme je l'ai dit, une situation. Oui, des besoins énormes. Ouais. On a appris que la Russie allait prochainement envoyer, là, avant la fin du mois, de l'aide humanitaire et surtout des médicaments dans le sud libyen à destination des populations. Donc on voit que la Russie maintenant commence à comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement en Libye. Et on peut s'attendre à un rapprochement de l'État russe à la direction des tribus libyennes, puisque je pense que les Russes, qui d'ailleurs ont reçu tous les acteurs voulus par l'ONU à Moscou, que ce soit Bachir Saleh, que ce soit Sarraj, que ce soit Haftar, que ce soit les chefs de milice de Tripoli, que ce soit les chefs de milice de Misrata, comprennent maintenant qu'effectivement la situation, la stabilisation ne passera par ces personnes-là. Et on peut s'attendre, je pense, dans les prochaines semaines, à un rapprochement certain de l'État russe en direction des tribus libyennes, puisque les Russes ont compris, je pense maintenant, parce qu'ils ont besoin de comprendre et d'apprendre la complexité du dossier libyen, ont compris que les seuls représentants légitimes et les seuls qui sont capables demain de stabiliser la Libye, de ramener un état de droit, seront les tribus libyennes. Voilà. Et pour ce faire, ils vont porter une humanitaire dans les semaines à venir à la direction des populations du Sud qui ont été abandonnées pas par tout le monde. Disons les choses clairement. Voilà, Tom, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Donc je remercie bien évidemment d'avoir donné la parole, au travers de ma parole, d'avoir permis un peu de faire valoir la parole de ce peuple libyen qui aujourd'hui est complètement mis sous silence par ces médias mainstream, par ces pseudo-experts, comme j'aime à les appeler. Voilà, donc je te remercie grandement de nous donner cette possibilité de pouvoir exprimer ce qui se passe réellement en Libye et les enjeux à court et moyen terme. Merci à toi, Tom. Je t'en prie. Et malgré les attaques informatiques que nous subissons en ce moment, qui se voient par la dégradation de la qualité audio et vidéo,
ça n'empêchera pas la voix des Libyens d'être entendue avec cette vidéo-là. Merci de nous avoir informés de tout ce qui s'y Cet passe. effet, nous avons notre coordinateur général, Théa Daesh, qui a eu 3 piratages de son Facebook. Ah, Nous avons Jeanette Scandrani, qui est responsable du CRI France, pour qui Yahoo ne souhaite plus qu'elle dispose d'un compte Yahoo. Et nous avons de manière récurrente nos coordinateurs du CRI dans l'Afrique de l'Ouest qui se voient zapper leur compte Facebook parce que ces derniers parlent de la réalité libyenne, de l'héritage politique de Muammar Kadhafi. Et nous avons notre coordinateur de Congo Kinshasa, qui a été 5 individus masqués ont tenté de rentrer dans son domicile pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc on voit bien, et là on voit bien derrière que le CRI, que cette résistance libyenne au travers du CRI commence à déranger grandement, puisque le Qatar a mis des sommes importantes en vue d'éliminer Saïf al-Islam et de neutraliser tous ceux qui aujourd'hui soutiennent et portent la parole du peuple libyen, la vraie parole du peuple. Voilà. Donc je voulais aussi tu fais état de ces attaques informatiques. Les membres du CRI aujourd'hui, les coordinateurs, sont victimes de ce genre d'attaques et nous avons pu retracer l'objet de ces attaques, enfin les destinataires de manière informatique, et il s'avère que ces attaques viennent de Washington aux États-Unis. Voilà. Ah ouais. Voilà. On sait qui essaye de nous empêcher de transmettre des informations qui viennent réellement du cœur de la Libye. Bon, voilà. Et cela, de toute façon, ne changera en rien, parce que nous travaillons pour la vérité du peuple libyen, et ce ne sont pas ce genre d'attaques puériles qui nous empêcheront de continuer notre combat pour la vérité, pour la liberté du peuple libyen, qui est aujourd'hui opprimé par l'OTAN au travers des États-Unis. On dit souvent que les gens qui utilisent des méthodes illégitimes prouvent indubitablement qu'ils n'ont pas d'argument et que leur cause est illégale ou illégitime elle-même. Voilà. Tout à fait. Très bien, je te remercie Tom, et puis je te dis à très bientôt. Quand l'actualité libyenne s'y prêtera, j'aurai toujours plaisir à te faire part de l'éclairage réel en Libye. Voilà, mon cher Tom. Le plaisir sera partagé. À très bientôt. Merci Tom. Au revoir. À très bientôt et bonne fin de journée à toi. Merci à toi. Merci, au revoir.